bonsoir. Ce soir, je suis ravie d'accueillir dans le cadre de notre exposition sur les brigades centrales, Monsieur Raphaël Prieur, qui est chef de la brigade criminelle. Donc il va vous présenter la brigade criminelle, les évolutions, les missions au quotidien. Ensuite, on vous prévoira un petit temps d'échange si vous avez des questions. Et voilà, encore une fois, merci beaucoup Monsieur Prieur d'être avec nous ce soir et bonne conférence. Merci. Bien, bonsoir à tous. Donc, effectivement, je suis Raphaël Prieur, je suis commissaire divisionnaire et je suis chef de la brigade criminelle de Paris depuis le 2 janvier 2024. Alors, la brigade criminelle de Paris appartient à la direction de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Très rapidement, je vous présente cette direction. Les chiffres qu'il faut retenir, c'est que notre direction compte 2300 personnes qui sont exclusivement ou presque dédiées à l'enquête, que la brigade criminelle appartient à la sous-direction des brigades centrales, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma. La sous-direction des brigades centrales comprend donc la brigade criminelle, c'est vraiment l'objet de notre conférence ce soir, mais aussi la brigade des stupéfiants, la brigade de répression du banditisme, la brigade de répression du proxénétisme, la brigade de recherche et d'intervention, la brigade de protection des mineurs et la brigade d'exécution des décisions de justice. Je crois que vous aurez d'ailleurs dans ce cycle de conférences les chefs de l'ensemble de ces brigades, ou presque, qui viendront présenter leurs services. Il y a d'autres sous-directions actives à la direction de la police judiciaire, la sous-direction Cyberfi, qui, comme son nom l'indique, s'occupe de toute la cybercriminalité et des infractions financières. La sous-direction des services territoriaux, donc l'assise territoriale de la direction de la police judiciaire, c'est évidemment Paris et les 3 départements de Petite Couronne. Et toute cette zone géographique est découpée dans le cadre de 3 districts sur Paris et d'un service départemental de police judiciaire dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne. Et dans chacun de ces services, vous retrouvez les spécialités des brigades centrales. C'est-à-dire que vous avez des groupes criminels, des groupes stupéfiants, des groupes de répression du banditisme, qui, en gros, exercent les mêmes compétences que les brigades centrales, mais à un niveau de saisine qui est moindre. J'y reviendrai. Et puis, dernière sous-direction, la sous-direction du soutien à l'investigation. La brigade criminelle, les généralités. La brigade criminelle, donc je vous l'ai dit, a la même compétence que celle de la direction de la police judiciaire, donc Paris et les 3 départements de Petite Couronne. Nous sommes saisis donc par les magistrats, on a uniquement des compétences judiciaires, même si on appartient au service de renseignement du 2e cercle, ce qui nous permet d'utiliser des techniques de renseignement dans le domaine particulier du terrorisme. Mais le gros de nos compétences, ce sont évidemment des compétences judiciaires. Nos missions sont évidemment encadrées par la loi. Dans quel cadre pouvons-nous agir? Alors, le premier cadre, c'est évidemment l'enquête d'essai, article 74 du Code de procédure pénale. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais en gros, c'est un cadre un peu général qui permet de rechercher les causes de la mort. Nous, la plupart du temps, c'est un cadre qu'on n'utilise pas, puisqu'on part directement dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire quand on trouve un corps après un délai important après la commission des faits, un délai supposé important après la commission des faits. Et donc, le cadre qu'on utilise, c'est évidemment celui d'une enquête pour homicide volontaire. Quand la brigade criminelle intervient, généralement, on est relativement sûr des causes de la mort, mais j'y reviendrai. Et donc l'enquête de flagrance, l'enquête préliminaire et l'enquête sur commission rogatoire, nos cadres d'enquête. L'histoire de la brigade criminelle, alors elle correspond en gros avec celle de la direction de la police judiciaire, puisque la brigade criminelle est plus que centenaire. Elle a été créée en 1912, et à l'époque son nom c'était la brigade du chef, puisque c'était vraiment la brigade du préfet. Et puis après, c'est devenu celle du directeur de la police judiciaire, puisque concomitamment à la création de la brigade criminelle, la direction de la police judiciaire a été créée. L'objectif de la brigade criminelle en 1912, c'était pour stopper une délinquance endémique, et notamment, l'exemple qui est donné, c'est celle de la bande à Bono et la délinquance issue des faubourgs. Ça correspond aussi à la création de la direction nationale de la police judiciaire, parce que c'est vrai qu'au début du siècle, on a vu l'apparition notamment des automobiles et de leur utilisation dans le cadre de la délinquance. Donc les premières brigades qui ont été créées, c'est les brigades mobiles de recherche à l'époque, et ça correspond avec les brigands qui écumaient la France grâce aux automobiles qui jusque-là n'existaient pas. Évidemment, la brigade criminelle,
vous le savez, elle a eu un gros écho à la fois dans la littérature, puisque bon, on ne compte pas les romans qui racontent les succès, les réussites de la brigade criminelle. Évidemment, tout le monde pense au commissaire Maigret, plus récemment au film de Marshall qui parle du 36 et de la brigade criminelle. Et c'est vrai que jusqu'en septembre 2017, la brigade criminelle était dans les murs du 36 quai des Orfèvres. Malheureusement, à partir de 2017, on a déménagé dans un nouveau bâtiment donc qui est plus près du nouveau tribunal de justice. Et donc nous sommes maintenant dans le 17e, dans le quartier des Batignolles. On a réussi à conserver une partie de notre adresse puisque nous sommes maintenant au 36 rue du Bastion. Voilà. On a perdu ce quartier. Alors vous savez sans doute que le 36 quai des Orfèvres continue à abriter une brigade centrale. En l'occurrence, c'est la BRI, nos collègues de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention. Et pourquoi ce choix? Premièrement, parce qu'on avait un problème de place au Bastion, parce que la BRI utilise des moyens qui sont importants, des véhicules, etc. Et puis deuxièmement, il y a une logique aussi qui est une logique territoriale. En réalité, ils sont vraiment au centre de Paris en étant restés sur l'île de la Cité. Et donc, ils ont une capacité de projection plus rapide sur l'ensemble de la capitale. Je reviendrai sur le bâtiment des Batignolles, en fait, sur le 36 Bastion, parce que déjà, c'est vrai qu'on était tous très tristes de quitter le 36 quai des Orfèvres, mais cette transition, elle s'est faite. Et puis, ce qu'on disait à l'époque du déménagement, c'est que les murs, ils sont faits des histoires qu'on fait dans les murs. Et en réalité, on a commencé, je pense, à écrire une histoire aux Batignolles. Et puis, surtout, c'est un bâtiment qui est, alors même si, évidemment, il a moins de charme que celui qu'on a quitté, ça reste un bâtiment qui est très pratique, notamment pour les personnes à mobilité réduite en termes d'accès, et ça c'est important. Et puis aussi parce qu'on a rationalisé l'implantation des services. Et par exemple, la brigade criminelle que j'ai la chance de diriger, elle partage le même étage que la brigade de répression de la délinquance aux personnes. En l'occurrence, c'est une brigade qui s'occupe des disparitions inquiétantes. Et ça a vraiment du sens, parce qu'on est au même étage qu'eux, et ça veut dire que quand ils sont saisis d'un cas de disparition inquiétante, très inquiétante, ils peuvent venir nous voir pour l'évoquer, et il y a une vraie cohérence à ce qu'on partage cet étage avec eux. Je pense qu'on ne peut pas parler de la brigade criminelle sans parler des groupes d'enquête. Et les groupes d'enquête, c'est vraiment une unité de base, avec un chef de groupe, son adjoint, qui sont des officiers, et puis 3 ou 4 enquêteurs techniciens spécialisés, et entre eux, le procédurier, qui est un major de police ou un brigadier chef très expérimenté. Je reviendrai sur son rôle. Le groupe, généralement, pour vous dire à quel point il est important, et là on vous a mis quelques dessins qui sont issus d'une bande dessinée sur laquelle je reviendrai, de chefs de groupe vraiment mythiques de la brigade criminelle. Le groupe, il porte le nom du chef de groupe. Par exemple, ce monsieur s'appelle Olivier. Quand on veut parler d'un de ses enquêteurs, ou des enquêteurs, on dit « les ». C'est vous dire ce sentiment d'appartenance. C'est presque une cellule familiale. Et ces groupes sont vraiment l'entité de base de la brigade criminelle. La planche d'après, elle est aussi tirée de cette bande dessinée, et elle résume un peu le matériel que doit amener le procédurier sur une scène de crime. Donc vous voyez, c'est quand même très disparate, hein, c'est presque un inventaire à la Prévert, mais vous notez une lampe frontale, ça c'est indispensable parce qu'on est souvent dans des endroits très peu éclairés. Bon, un couteau, des pinces, des ciseaux, des tournevis, des tas de petits sachets sur la partie gauche pour évidemment récolter les traces et indices qu'on peut relever sur une scène de crime. Des plans pour matérialiser des plaies par exemple sur un corps, évidemment de la rubalise pour isoler une scène de crime, des gants et du matériel de protection pour ne pas polluer la scène de crime, et ça c'est très important, j'y reviendrai. Donc le procédurier, je le disais, il a un rôle essentiel. C'est vraiment généralement le plus expérimenté du groupe, après le chef de groupe et son adjoint. Et évidemment, il est chargé des constatations. C'est aussi lui qui va rédiger la plupart des procès-verbaux et en tout cas exercer un contrôle procédural sur la totalité des procès-verbaux, les classer, et ça c'est encore une spécificité de la brigade criminelle. On classe les procès-verbaux avec une organisation qui est très particulière, qui est propre à nous, et on résume chacune des thématiques d'enquête. Mais j'y reviendrai quand je vous expliquerai l'enquête. Et puis surtout, c'est lui qui, à un instant T, est capable de dire où sont décellés. C'est-à-dire, il sait s'il les a envoyés au laboratoire pour des examens complémentaires, il sait s'ils sont stockés au service, pour les valeurs par exemple, il sait s'ils ont été conduits à la caisse des dépôts et consignations, il sait s'ils ont été conduits au greffe du tribunal. Il a vraiment
toujours une vue très précise sur les scellés. Le fonctionnement de la brigade criminelle. Alors, à la brigade criminelle, on est à peu près, c'est difficile de vous donner un chiffre à un instant T, mais on est entre 105 et 110 enquêteurs qu'on peut projeter sur le terrain, et on a évidemment une double compétence. Notre première compétence, c'est la compétence historique d'ailleurs, c'est celle du droit commun. Qu'est-ce que le droit commun? C'est l'opposition à ce qui est dérogatoire. Donc le droit commun, c'est tous les homicides que nous sommes amenés à prendre, mais aussi les incendies criminels, les enlèvements avec demande de rançon, dès lors qu'ils sont jugés sérieux et graves. C'est vrai que maintenant, ça apparaît sur ce petit texte, on prend énormément d'affaires de règlement de compte. C'est vrai que je dirais qu'aujourd'hui, ou en tout cas c'est vrai pour l'année 2024, la moitié de nos affaires étaient liées à des règlements de compte et donc à ce qu'on appelle le narco-banditisme, des règlements de compte liés au trafic de produits stupéfiants. Alors évidemment, la brigade criminelle ne prend pas tous les homicides qui sont commis sur Paris et la Petite Couronne. Je vous ai dit que dans les services territoriaux, il y avait des groupes criminels. Qu'est-ce qui conduit à la saisine de la brigade criminelle? C'est le critère d'homicide complexe. Alors qu'est-ce qu'un homicide complexe? C'est un homicide pour lequel on n'a pas de piste qui saute aux yeux dès la découverte du corps. Par opposition, par exemple, et même si évidemment ce sont des faits qui nous préoccupent beaucoup, mais un homicide conjugal où tous les soupçons se portent, par exemple, sur le conjoint ou la conjointe de la victime, c'est un homicide qui va rester dans un service territorial, parce que dès le départ, on aura une piste sérieuse. Quelqu'un qui est désigné par la rumeur publique, ou un homicide qui a lieu sous une caméra, avec un véhicule dont l'immatriculation correspond à une vraie immatriculation, c'est aussi un homicide où on a une piste. J'allais dire les homicides qui ne sont pas préparés, qui sont commis souvent dans le cadre d'une rixe qui n'était pas prévue. Généralement, les auteurs ne prennent pas de précautions, et ça, ce sont des homicides qui peuvent rester aux services territoriaux. Encore une fois, la brigade criminelle n'est saisie que des homicides les plus complexes, sauf dans le cas où nos collègues des services territoriaux sont débordés, et ça peut arriver, où là, on peut revoir à la baisse nos critères de compétence. Donc par an, ça représente à peu près, ou en tout cas pour l'année dernière, nous avons été saisis d'une trentaine d'homicides. Donc si vous ramenez ça au nombre de semaines, vous voyez qu'il peut se passer 1 ou 2 semaines sans qu'on prenne d'affaires. Vous pouvez vous dire 100 enquêteurs pour 30 homicides, finalement c'est pas tant que ça, mais c'est un travail très conséquent et c'est la condition pour que nos enquêtes sortent. Et on a un taux d'élucidation à la brigade criminelle qui est très conséquent. Deuxième compétence de la brigade criminelle, c'est évidemment l'antiterrorisme. Donc j'y reviendrai, mais c'est depuis les années 70, enfin très précisément c'est 78, la création de la section antiterroriste de la brigade criminelle. Et là, évidemment, nous sommes saisis des attaques qui sont commises sur Paris. Nous avons été énormément saisis entre les années 2013 et 2017-2018 de tout ce qu'on appelait les foreign fighters, ces jeunes Français qui partaient combattre en Syrie. Donc nous sommes saisis dans le cadre d'associations de malfaiteurs terroristes, soit pour des gens qui projettent d'y aller et qu'on réussit à empêcher d'y aller, soit pour des gens qui sont là-bas. Donc on ouvre quand même des enquêtes en France, dans le cas où ils reviennent, et puis pour connaître un peu les conditions de leur départ, savoir qui les a radicalisés, comment ils se sont radicalisés. Et puis, on traite aussi des enquêtes pour les gens qui reviennent, et ça a été le cas notamment dans le cadre de tous les retours organisés pour des femmes et des enfants dont vous avez entendu parler. Quand nous sommes saisis en cas d'attentat, d'attaque sur Paris, on est généralement placé en tant que coordonnateur judiciaire, ça veut dire que nous avons le chef de filat des investigations, mais par contre, on est très régulièrement saisi avec nos collègues de la Direction nationale de la police judiciaire quand il y a des implications en province, et puis nous sommes toujours saisis avec nos collègues de la DGSI, qui eux ont une vue très très globale sur le phénomène terroriste en France. Alors évidemment, l'histoire de la brigade criminelle, elle est émaillée d'affaires dont vous vous rappelez tous. On vous a mis quelques articles. Les affaires les plus anciennes, évidemment, le docteur Petiot, Guy Georges, l'enlèvement du baron Empin. Plus récemment, évidemment, l'affaire Ilan Halimi, la petite Lola Davier, dont vous vous rappelez sans doute. Et puis, très très récemment, par exemple, l'affaire Philippine, que nous avons traitée. Évidemment, la brigade criminelle a aussi, par rapport à ces affaires qui sont très médiatisées, une obligation de discrétion. Et ça peut être le motif de notre saisine parfois.
même si on est sur des faits un peu moins graves ou des faits qui ne sont pas criminels, mais on peut nous saisir aussi parce qu'on sait que cette affaire va être médiatisée et que nos autorités attendent un vrai secret autour de cette enquête. Donc, le droit commun, je vous ai parlé des groupes, donc sachez qu'on a 6 groupes d'enquête et qui sont de permanence à tour de rôle, donc de permanence une semaine sur 6. La permanence commence le lundi matin et elle se termine le lundi matin suivant, et ils sont de permanence H24. Ça veut dire qu'à un instant T, et sur un homicide, H24, donc évidemment, le jour où on est capable d'y aller bien plus nombreux, et c'est assez fréquent qu'on se déplace à 20, 30, 40 sur une scène de crime quand l'enquête le justifie. Mais la nuit, moi en tant que chef de service, je suis sûr de pouvoir compter sur un groupe de 6 enquêteurs, donc pour le droit commun. Je peux aussi solliciter le groupe antiterroriste qui est de permanence, donc ça fait 6 de plus, 12 personnes. De toute façon, sur les lieux du crime, il y a un chef de section, donc on est à 13. Et puis à chaque fois, en semaine, soit le chef de la brigade criminelle, donc en l'occurrence moi, ou mon adjointe, on se déplace sur les scènes de crime. Donc en tout, on est 14, presque une quinzaine, si vraiment c'est nécessaire. Et il peut arriver aussi qu'on mobilise les permanences des autres brigades centrales, la brigade des stupes ou la brigade de protection des mineurs, qui ont des gens présents à H24 et qu'on va pouvoir solliciter sur des prestations. Donc très rapidement, je ne reviens pas sur les cadres juridiques. Bon, évidemment, meurtre, assassinat, incendie criminel, les enlèvements et les enquêtes réservées. La question à laquelle on doit répondre, nous, quand on se rend sur une scène de crime, c'est celle-ci. Alors, est-ce que c'est un accident ? Est-ce que c'est un homicide? Est-ce que c'est un suicide? Ou est-ce que c'est une mort naturelle? Et cette question, alors je suis désolé pour des images un peu choquantes, mais il est parfois très très difficile de répondre à cette question. Voilà, parce que soit le corps est très dégradé, soit rien ne saute aux yeux à l'examen externe du corps. Donc nous, c'est la question à laquelle on doit répondre très très rapidement quand on est projeté sur une scène de découverte de cadavres. Et notamment, la question à laquelle on doit répondre, c'est est-ce que ça nécessite ou est-ce que ça justifie la saisine de la brigade criminelle? Alors, on n'arrive pas toujours à répondre à la question, parce que, vous voyez, par exemple, dans ce cas-là, c'est un suicide, là, c'est un accident, alors que la plaie, elle peut penser à une agression. Et en fait, quand on n'arrive pas à répondre à la question, chez nous, il n'y a jamais de doute, et on préfère, encore une fois, prendre une affaire plutôt que de passer à côté d'une affaire criminelle. Je vous ai parlé des incendies criminels. Là, c'est aussi une grosse partie de notre activité, en sachant que c'est quand même toujours très compliqué, les incendies criminels, parce que les corps sont très très dégradés et évidemment les preuves disparaissent également. Dans ce cas-là, on travaille évidemment avec le LPS et tous les experts qui doivent déterminer où a lieu le départ de feu, est-ce que ce départ de feu est accidentel, est-ce qu'on a utilisé un accélérateur, est-ce qu'il y a des causes externes à l'incendie, est-ce que c'est une défaillance électrique, etc. Et donc c'est vrai que dans ce domaine particulier, on s'en remet vraiment aux experts, et nous, c'est vrai qu'après l'enquête, elle va beaucoup se concentrer sur l'environnement de l'incendie et l'environnement des victimes. Deuxième partie de saisine qui est un peu dérogatoire des homicides, ce sont les enlèvements. Donc les enlèvements, pour nous, c'est toujours un stress et une pression particulière. Alors on l'a évidemment sur les homicides, sauf que les homicides, généralement, on est maître de notre temps. C'est-à-dire qu'on part d'une enquête avec un cadavre. Certaines fois, il faut aller vite parce qu'il y a un risque de réitération. C'est vrai que quand on est sur un auteur dont on peut penser qu'il a des raisons d'être sériel, il faut aller vite, mais la plupart du temps, le tempo, c'est nous qui le fixons. C'est-à-dire qu'on part de notre cadavre, on fait nos constatations, on essaie de trouver des éléments de preuve, et puis on identifie l'auteur, et après on ira interpeller l'auteur. Bon, les enlèvements, c'est pas pareil, et le tempo, il est dicté par la victime qui est toujours vivante et qu'il faut essayer de sauver. Alors malheureusement, l'affaire Jaylan Halimi, pour nous, c'est un vrai traumatisme pour la brigade criminelle, parce que malheureusement, et même si le travail qui a été réalisé est énorme et a conduit à l'identification de l'auteur principal, dont vous vous rappelez tous, Youssouf Fofana, le gang des barbares, mais malheureusement, cette identification de l'auteur, elle ne nous a pas permis de sauver la victime. Dernière saisine qu'on prend sur le droit commun, c'est ce que nous appelons les enquêtes réservées. Alors les enquêtes réservées, bien souvent, elles sont liées à la personnalité de la victime. Première victime extraordinaire, et tous les collègues de la brigade criminelle qui ont un peu d'ancienneté s'en rappellent, c'est Lady Di. Donc Lady Di, vous vous rappelez que malheureusement elle est décédée sous le pont de l'Alma dans le cadre d'un accident de circulation. Mais
c'est la brigade criminelle qui a été saisie de l'enquête. C'était un travail pharaonique, plus de 15 mois d'investigation, 6 enquêteurs à temps plein, 2 juges d'instruction qui se sont succédés, on a fait plus de 4000 feuillets d'enquête sur ce dossier. On a retrouvé plus de 100 000 Fiat Uno. Vous vous rappelez que les paparazzi avaient utilisé une Fiat Uno pour prendre des photos du véhicule. On pensait que ce véhicule pouvait être impliqué dans l'accident. Donc 113 000 Fiat Uno répertoriés, 1000 témoins entendus. Voilà. Ce qu'on a fait, aucun autre service n'aurait pu le faire, évidemment. Et tout ça avec une nécessité de discrétion qui était liée à la personnalité de la victime. Je peux vous dire que quand j'ai pris mes fonctions au mois de janvier 2024, mon prédécesseur m'a dit « Tu feras attention dans le coffre », moi je dispose d'un coffre-fort où on met nos armes, etc. Il y a encore des photos, des constatations de l'accident de Lady Di, quoi. Et c'est vrai que j'ai encore des photos, et vous imaginez à quel point, encore aujourd'hui, si ces photos étaient diffusées, les répercussions que ça aurait. Deuxième victime très particulière qu'on a eu à traiter récemment, vous la connaissez toutes, c'est la cathédrale Notre-Dame. Alors je vous rappelle qu'il n'y avait pas eu de victime dans l'incendie de la cathédrale, mais néanmoins, vu l'ampleur, la répercussion internationale de ces faits, le parquet de Paris a décidé de saisir la brigade criminelle. Alors à cette époque-là, moi j'étais à la brigade criminelle, mais j'étais numéro 2. Tout à l'heure je vous parlerai un peu de mon parcours, mais... Et donc j'étais adjoint, et je me rappelle très bien de ce soir d'avril 2019, où mon chef m'appelle. Alors on savait, on voyait à la télé que la cathédrale était en train de brûler, mais on avait eu le temps de rentrer chez nous très brièvement, et puis il m'appelle et me dit alors on est saisi, on se retrouve sur place. Et donc on est arrivé sur place avec 2 groupes d'enquête, et là c'était comme ça, hein, c'était en train de brûler. Il y avait le président de la République, pour ceux qui s'en rappellent, le Premier ministre, la moitié du gouvernement était là, et nous... on se demandait bien comment on allait procéder aux constatations, et en l'occurrence on ne se l'est pas demandé longtemps parce que les pompiers nous ont dit de toute façon les constatations vous ne pourrez pas les commencer avant 2 ou 3 jours, il faut que ça refroidisse et il faut que l'édifice soit consolidé, voilà. Donc le premier soir on s'est contenté de recueillir des témoignages. Je me rappelle qu'avec une équipe on allait dans la sacristie récupérer le registre de sécurité pour voir quelles avaient été les premières démarches qui avaient été faites par rapport à l'alarme incendie qui avait retenti, etc. Et donc, après les constatations, donc, elles ont commencé 48 heures après, me semble-t-il, et vous le voyez sur ce slide, elles ont duré jusqu'au mois de juin. C'est-à-dire que jusqu'au mois de juin, et avec toutes les équipes qui étaient chargées de la restauration de la cathédrale, enfin dans un premier temps de son nettoyage, on a tout passé au crible, tous ces déblais que vous voyez et qui étaient stockés, pour ceux qui l'ont vu, sur le parvis de la cathédrale dans des tentes. Tous ces débris, on les a passés au crible avec les équipes et l'identité judiciaire. Le déroulement d'une enquête. Ouais, je suis désolé pour les images, j'espère que les images sont pas trop choquantes. Enfin, pour nous, elles ne le sont pas, mais parce que c'est notre quotidien. Alors, évidemment, le déroulement d'une enquête, elle commence avec la découverte d'un corps dont le décès apparaît suspect. Et en premier lieu, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des observateurs à la demande du parquet sur une scène de crime. Donc ces observateurs, comme je vous le disais tout à l'heure, ils vont analyser la scène de crime pour pouvoir donner un avis éclairé au procureur de la République, et le procureur décidera du service à saisir. Alors là, ces affaires, moi je les connais, et donc du coup je peux vous en parler. Aussi bizarre que ça puisse paraître, l'affaire de Gauche, c'est un accident en fait. C'est quelqu'un qui cherchait, une personne âgée qui cherchait quelque chose, qui avait fait tomber quelque chose derrière sa machine à laver. Et en fait, en se penchant elle-même, elle est tombée, et comme elle avait une insuffisance respiratoire, elle est décédée dans cette position qui est très très bizarre. Et puis cette affaire-là, aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est un suicide. C'est une personne qui avait tellement envie de mourir qu'il a été capable presque de se décapiter. Voilà, il s'est égorgé tellement profondément que sa tête ne tenait presque plus. En plus, c'était quelqu'un qui était producteur, avec un certain succès, et je me rappelle très bien de cette enquête. Alors, celle-là, on l'a prise, mais on a déterminé que c'était un suicide. Donc cette partie observation, encore une fois, elle est hyper importante. Et je vous redis qu'on n'hésite jamais à se saisir. La découverte du corps, je reviens sur la découverte du corps.
Alors évidemment, la découverte du corps, elle peut être faite par des proches de la victime qui sont inquiètes parce qu'elles n'ont pas de nouvelles de cette dernière, qui disposent des clés, donc qui vont rentrer dans l'appartement. Elle peut être faite par les sapeurs-pompiers qui ont été requis par des proches ou par des fonctionnaires de police, mais du commissariat, des fonctionnaires locaux. Et donc nous, à la brigade criminelle, on a des vraies actions de sensibilisation et on va se lancer dans des actions de formation pour nos collègues des commissariats, pour la préservation des traces et indices, parce que c'est primordial. Vous savez que maintenant, l'enquête, elle tourne vraiment autour de la découverte de traces et indices, et il ne faut pas polluer évidemment la scène de crime. Et on va même sensibiliser les sapeurs-pompiers, dont évidemment le but c'est avant tout de sauver une vie, mais même on peut préserver ce but et ne pas préjudicier à l'enquête, quoi. Voilà. Donc on essaie de travailler avec les sapeurs-pompiers de Paris sur la préservation des scènes de crime. Les constatations. Alors évidemment, les constatations, on ne les fait pas tout seul. Et je ne sais pas s'il y a une conférence qui est prévue avec l'identité judiciaire, le SRPTS de Paris. Après, quand on repliera l'écran, vous verrez ce que c'était que les balbutiements de la police technique et scientifique. Mais évidemment, nous, toutes nos constatations, on les fait avec nos collègues du SRPTS. Et on le fait dans le cadre d'un échange. On s'enrichit vraiment les uns et les autres des expériences de nos collègues. Et vraiment, c'est le procédurier dont je vous parlais tout à l'heure va avancer pas à pas avec nos collègues de l'identité judiciaire. Et il faut savoir que tout ce qui est police et technique et scientifique, il y a une évolution perpétuelle à la fois des recherches qu'on peut faire et puis des modes de preuve. En France, l'administration de la preuve, elle est libre. Donc si vous avez tous entendu parler des empreintes digitales, qu'on appelle les empreintes papillaires, vous avez tous entendu parler de l'ADN, bon, je pense que vous êtes peut-être moins nombreux à avoir entendu parler des empreintes d'oreilles, par exemple. Et pourtant, les empreintes d'oreilles, ça existe. Et il y a certains délinquants qui, notamment, avant de commettre un cambriolage, vont coller leur oreille à la porte d'entrée de l'appartement pour s'assurer qu'il n'y ait personne à l'intérieur de l'appartement. Et donc, il y a un policier qui a eu l'idée, une fois, de regarder, de trouver une empreinte d'oreille, du coup, de la répertorier, et puis on peut sortir une affaire maintenant avec les empreintes d'oreille. Voilà. Vous êtes peut-être moins nombreux aussi à avoir entendu parler de l'odorologie, mais en fait, on a tous une odeur corporelle qu'on peut retrouver sur des objets qu'on a touchés. Il n'existe encore pas de base d'odeur corporelle, mais par contre, si nous, sur une scène de crime, on relève une odeur, et puis qu'après, on identifie un suspect, ce qu'on peut faire, c'est prendre l'odeur du suspect et la comparer avec l'odeur qu'on avait relevée sur la scène de crime. Voilà. Donc ça, c'est des méthodes de preuve qui tiennent devant des tribunaux, puisqu'en France, encore une fois, si on amène la démonstration scientifique que notre preuve est crédible, et en l'occurrence, l'odorologie, ça fonctionne avec des chiens qui sont dressés pour ça, et qui vont, avec des bocaux tests, exclure des odeurs et en rapprocher d'autres, c'est un mode de preuve à part entière. Tout ça pour vous dire l'importance de la police technique et scientifique. Donc nos collègues de la police technique et scientifique, quand ils viennent avec nous sur une scène de crime, on va définir les priorités. C'est-à-dire qu'il y a certaines scènes de crime où on va privilégier plutôt la recherche d'ADN, d'autres où on va privilégier les empreintes papillaires, et ça va faire l'objet d'une discussion avec nos collègues du SRPTS. En tout cas, les constatations, elles permettent de fixer la scène de crime sur le papier. C'est-à-dire que quand on est enquêteur à la brigade criminelle et qu'on fait un procès-verbal de constatation, il faut bien se dire que les magistrats n'auront que ce procès-verbal, et puis quelques photos, mais les photos sont souvent moins parlantes, pour imaginer ce qu'est la scène de crime. Et en fait, il y a plein de gens qui ne connaîtront la scène de crime qu'à travers un procès-verbal. Donc c'est très très important. Très important de décrire l'ambiance, de décrire la température, l'hygrométrie, le quartier dans lequel on est, etc. Parce qu'il y a des choses que les photos ne peuvent pas fixer. Donc ça, c'est pour l'écrit. Et évidemment, ces constatations qui sont rédigées par le procédurier, en tant que chef de service, moi mon rôle, c'est de signer toutes les procédures. Sur une procédure de flagrant délit, c'est le PV sur lequel je vais le plus m'attarder et celui que je vais prendre le soin éventuellement de corriger. Je vais en discuter avec le procédurier et le chef de section. C'est le PV le plus important de la procédure. Et donc c'est un PV dans lequel on commence à décrire l'environnement de manière très très générale pour finir par parler de la scène de crime et puis finir par parler du corps. On dit, alors c'est un peu impropre, mais on dit qu'on utilise la technique de l'escargot, c'est-à-dire qu'on part de très très loin pour se rapprocher du corps. Et il ne faut rien négliger. Et je vais vous donner un exemple récent, parce que souvent, au moment où on rédige le procès-verbal de constatation, on n'a pas vraiment la connaissance des faits, de la manière dont ils se sont passés et du mode opératoire.
Donc je vais vous donner un exemple. Cet été, moi j'ai été rappelé, on est allé sur une scène de crime où malheureusement une prostituée avait été assassinée, vraisemblablement par un client, puisqu'elle était dénudée, dans son appartement. Donc on a procédé aux constatations dans l'appartement de manière très, très professionnelle. Et puis, plusieurs fois au cours de la soirée, puisque nos constatations elles ont duré toute la nuit, on sortait de l'immeuble, c'était dans un quartier très animé, c'était dans le 11e, et puis il y avait un bar au coin de cette rue, un bar qui est resté ouvert pour nous en fait, parce que comme ça on pouvait poser nos affaires, etc. Et je me rappelle très bien, il faisait beau, on s'était appuyé sur une table et on discutait de l'enquête, de ce qu'on pouvait faire, on répartissait les missions, etc. Bon. Et puis le jour d'après, quand on est rentré au service et qu'on a regardé la vidéosurveillance du quartier pour essayer de trouver l'auteur, on a rapidement vu l'auteur, un gars qui avait un short, qui avait un accoutrement un peu particulier, et on voyait qu'il rentrait dans l'appartement avec la prostituée qui exerçait son ministère sur la voie publique, donc elle racolait, comme on dit, sur la voie publique, elle est rentrée avec ce type, et puis après il est ressorti précipitamment, il avait changé de vêtements, etc. Et en fait, en remontant un peu, on a vu qu'il était au bar, et on a vu qu'il était attablé sur la table sur laquelle on s'était attablé. Voilà. Donc c'est vous dire qu'à un instant T, on fait des constatations, mais il faut prendre le maximum de précautions. Là, en l'occurrence, c'était pas très grave, parce qu'on avait plein d'autres éléments pour l'incriminer, mais on n'a jamais le fil de ce qui s'est passé, on le décrit toujours après. Donc il ne faut rien exclure, et dans nos constatations, il faut vraiment être le plus exhaustif possible, pour passer à côté de ce que je viens de raconter. Le droit commun, le déroulement d'une enquête. Alors, je vous ai dit, le SRPTS, il y a trois fonctions qui sont vraiment primordiales. C'est les prélèvements, traces et indices, j'en ai déjà parlé, l'ADN, les empreintes papillaires, l'odorologie. Il y a le photographe, parce qu'évidemment le photographe c'est très important et ça permet d'étayer le procès verbal avec des photos in situ de la scène de crime. Et les photographes ils disposent maintenant d'outils qui sont vraiment exceptionnels, et notamment d'un outil qu'on appelle le 360, c'est un appareil photo numérique qui est monté sur un pied comme celui-là, mais avec un moteur rotatif et qui permet de faire, comme son nom l'indique, des clichés à 360 degrés. Et ça permettra de reconstituer la scène de crime avec un petit logiciel. Et nous, après, on peut se redéplacer sur une scène de crime qui n'est pas une scène de crime virtuelle, qui est la vraie scène de crime. Ils le font dans toutes les pièces d'un appartement et ça permet de se promener dans l'appartement et de zoomer éventuellement sur des indices. Donc j'ai dit traces et indices, photographe, et le dernier, et qui n'est pas le moins important, le plan, le dessinateur. Et là aussi c'est très important parce que comme vous le voyez sur ce dessin, non seulement il va matérialiser la scène de crime, mais en plus il va localiser de manière très précise les traces et indices qu'on est amené à trouver. Donc chaque trace et indice qui est trouvé, elle est matérialisée par un petit cavalier avec un numéro, et le procédurier, par exemple, si vous prenez cette scène de crime-là, le procédurier il va dire matérialisons à l'aide du cavalier 14 un étui dont nous pouvons donner la description suivante. Il s'agit d'un étui en cuivre, évidemment percuté, et de munitions 9 mm par exemple, qui correspond à une munition 9 mm. Donc après on saura que cet étui il a été trouvé sous ce cavalier et que ce cavalier était à telle distance du corps, à telle distance de la table, etc. Donc tout ça est millimétré, mesuré au centimètre près. Alors, à ce stade, je vais maintenant vous parler des fondamentaux de l'enquête, et je trouve que, en plus, c'est assez marrant de faire ce parallèle dans un musée. Ce qui est très bien, c'est de dire que la brigade criminelle, c'est une brigade qui est vraiment ancrée dans ses traditions, mais c'est une brigade qui a su se tourner vers les nouvelles technologies et tous les moyens d'enquête dont on dispose aujourd'hui. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, encore aujourd'hui, quand on fait une enquête criminelle, par certains aspects, elle se rapproche de l'enquête qu'on faisait en 1912. Et l'enquête de voisinage, ça fait partie des fondamentaux de l'enquête, et c'est un truc qu'on faisait il y a déjà un siècle, et qu'on continue à faire aujourd'hui. Voilà. Alors l'enquête de voisinage, ça paraît simple, enfin de toute façon c'est résumé dans son titre, c'est aller voir le voisinage pour savoir si les gens ont vu, entendu, senti quelque chose. Mais quand on a dit ça, on comprend que c'est pas si simple que ça, parce que
Si on veut bien faire l'enquête de voisinage, il faut faire l'enquête de voisinage au moment des faits. Parce que, évidemment, quand des faits se produisent dans l'après-midi, il y a des gens qui sont au travail. Donc, ces gens-là, le soir, vous allez les avoir, mais ils n'étaient pas là au moment des faits. Par contre, il y a peut-être des enfants qui sont là au moment des faits. Donc, si on veut bien faire une enquête de voisinage pour un fait qui s'est passé un mercredi à 16 h, il faut y retourner la semaine d'après, le mercredi à 16 h. Voilà. Donc, c'est des opérations qui vont mobiliser énormément de personnes, particulièrement dans les secteurs urbains, parce qu'il y a une densité de population qui est importante, sur lesquelles il faut qu'on soit super exhaustif, parce que souvent il y a des témoins qui ont vu des choses, mais qui ne vont pas se manifester à la police. Voilà. Et maintenant, l'enquête de voisinage, c'est pour ça que je dis qu'on intègre aussi de la modernité, c'est que l'enquête de voisinage, elle va nous permettre, quand nous, on arpente les rues à proximité de la scène de crime, elles vont nous permettre d'identifier les caméras de vidéosurveillance. Et là, je vais maintenant vous parler des caméras de vidéosurveillance qui sont un allié incontestable de l'enquêteur criminel aujourd'hui. Vous savez que le plan zonal de surveillance de la ville de Paris, il comprend, alors aujourd'hui, à peu près 2500 caméras, mais qu'on peut nous aussi s'appuyer sur un réseau de 30 000 caméras privées. Donc, par contre, les caméras privées, il faut aller les chercher, c'est-à-dire qu'il faut aller dans une épicerie, dis donc monsieur, est-ce que vous n'avez pas une caméra qui filme le trottoir? Alors même si les gens n'ont pas le droit, nous on est plutôt contents quand ils ont des caméras. Est-ce que telle personne n'a pas une caméra? Et moi j'ai des souvenirs de voisins un peu acariâtres qui mettent des caméras illégales pour filmer les faits et gestes de leurs voisins, mais finalement ça nous est bien utile. Et puis voilà, tant qu'on peut avoir des éléments d'enquête, on les a. Alors après, il faut savoir que c'est un travail très fastidieux, le PZVP. Alors moi je suis incapable, je vous le dis tout de suite, de reconnaître quelqu'un à 50 mètres, mais que moi j'ai des collègues qui sont des spécialistes de ce domaine-là. Dans chaque groupe, on vous a dit il y a 3 ou 4 spécialistes, et bien dans les 3 ou 4 spécialistes, il y a un spécialiste de la PZVP, et c'est un exercice qui est très compliqué, parce que, notamment pour les véhicules, il faut savoir que quand le véhicule est, bon, on vous donne l'exemple de la rue de Vaugirard, mais il faut savoir que s'il tourne là, un peu plus loin, il y a une caméra. Et en fait, c'est un vrai jeu de piste. Et ils font ça avec une dextérité, une rapidité qui, moi, continue à m'impressionner. Mais quand on a des caméras, évidemment, c'est super utile. Là, on vous a mis quelques photos. C'est après les attentats de novembre 2015. Et là, vous avez des vidéos du métro. Et vous voyez notamment Abaoud, qui était un peu la tête pensante de tous ces attentats, et qui a été neutralisé lors de l'assaut du raid à Saint-Denis. Et vous voyez, Abaoud, là, la vidéo de la station de métro Croix de Chavaux, il a un truc qui est très particulier, c'est ses baskets oranges. Et ces baskets oranges, on les avait vues sur une des scènes des terrasses, et c'est ce qui nous a permis de le retracer dans le métro avec son complice. L'enquête de voisinage, elle permet de trouver des témoins, et je vais maintenant vous parler des auditions de témoins. Les auditions de témoins, elles sont déterminantes parce qu'ils vont apporter des éléments utiles à l'enquête. Mais il y a aussi une technique pour les auditions de témoins. Évidemment, il ne faut pas du tout les influencer, il ne faut pas leur dire ce qu'on sait déjà de l'enquête, parce que souvent, les témoins, ils peuvent être tentés de reprendre des éléments d'enquête. Donc il faut poser des questions vraiment ouvertes, et c'est aussi un art. On voit bien les personnes qui viennent d'arriver à la brigade criminelle, les auditions de témoins, la qualité des auditions qu'ils sont amenés à réaliser, elle est beaucoup moins bonne que celle des gens qui sont aguerris. C'est souvent le premier acte qu'on confie à un jeune arrivé chez nous, mais on voit vite ceux qui vont sortir du lot et se distinguer parce qu'il faut avoir un propos qui est très organisé et puis poser des questions ouvertes et pas fermées. Les témoins, ils peuvent aussi être amenés à nous aider à dresser un portrait robot. Alors ça, c'est avec nos collègues du SRPTS, encore une fois. Là, vous avez l'exemple du portrait robot qui avait été dressé pour Guy Georges. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas terrible. Il faut savoir que maintenant, l'outil s'est vraiment amélioré. Il y a même une dimension un peu psychologique où, avant de dresser le portrait robot, nos collègues du SRPTS, ils vont avoir un entretien avec la victime pour essayer de, là encore une fois, pas trop l'influencer. Puis surtout, à la fin du portrait robot, vous voyez qu'on donne une note qui est une note de vraisemblance. Et là, en l'occurrence, cet individu, il a été évalué à 16 sur 20 par la victime. Après les constatations, l'enquête de voisinage, le recueil des témoignages, les éventuels portraits robots pour les gens qui ont vu l'auteur, on s'intéresse évidemment dans le cadre d'une enquête à la victime. Et ça, on le fait depuis toujours. C'est aussi une des traditions de la brigade criminelle, ou en tout cas de l'enquête criminelle. Voilà. On s'intéresse à la victime. Alors, bon, malheureusement, on commence par l'autopsier la victime.
Donc l'autopsie, elle peut nous permettre d'identifier la victime, parce que certaines fois les victimes ne sont pas identifiées. Donc c'est pour ça qu'on relève les empreintes de la victime et quand on a besoin de l'identifier. Mais évidemment, elle va permettre de circonscrire les causes de la mort. Donc parfois on est surpris. Moi je me rappelle d'une saisine de la brigade criminelle où nous avions trouvé un corps dans le canal de l'Ourcq, un corps qui supportait 2 coups de couteau. Donc l'origine criminelle, elle faisait quand même pas beaucoup de doute puisque il y avait 2 plaies qui étaient quand même assez profondes et puis la personne avait été retrouvée dans le canal. Et on s'était rapidement projeté à son domicile, et là on était tombé sur 2 dames qui étaient en train de nettoyer l'appartement. Elles avaient des seaux avec des serpillières qui étaient pleines de sang. Et donc ça semblait trop beau, alors on interpelle ces 2 dames, qui étaient d'ailleurs 2 sœurs, des boulangères, je m'en rappelle, et puis on les met en garde à vue. Et puis en fait, quand on creuse un peu, elles étaient éplorées quand on leur annonce la mort de leur frère. Mais il y avait quand même des éléments très troublants, parce qu'elles avaient récupéré le téléphone du frère, elles avaient effacé tous les SMS. Donc on dit, mais attendez, mais pourquoi vous avez fait ça? Et puis en fait, elles nous apprennent que leur frère, il était un peu psychopathe, qu'il laissait les messages s'accumuler sur son téléphone, donc elles avaient pris l'habitude de nettoyer le téléphone. Et puis aussi, leur frère, c'était quelqu'un qui souvent se mutilait. Donc là, elles étaient arrivées, le frère n'était pas là, elles avaient nettoyé l'appartement, les traces de sang, elles avaient l'habitude de faire ça. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'autopsie a déterminé que les coups de couteau, ils n'étaient pas létaux. C'est-à-dire qu'aucun organe vital n'avait été atteint. Et donc en fait, pareil, on a fait de la vidéoprotection et on a vu que ce pauvre monsieur, en fait, le scénario, c'est qu'il s'est mis 2 coups de couteau chez lui, qui n'étaient pas des coups de couteau létaux, et il est parti en métro jusqu'au bord du canal de l'Ourcq, il s'est jeté dans le canal. Voilà. Et donc les sœurs, on les a libérées avec nos excuses. Ah oui. La victime, alors évidemment, on va aussi, souvent, la personnalité de la victime, elle peut expliquer les faits. Et c'est vrai qu'on va essayer de reconstituer un peu son emploi du temps, de savoir qui elle était. Pour ce faire, reconstitution de son emploi du temps, exploitation de sa téléphonie, de son activité bancaire, audition de l'entourage. Et souvent, on fait aussi une perquisition. On fait une perquisition du domicile de la victime parce qu'on espère trouver un élément qui va nous éclairer sur sa personnalité et essayer de comprendre pourquoi elle a pu être tuée. Et c'est vrai que les enquêtes les plus difficiles, c'est quand on a une victime complètement lisse. On est en train de travailler sur un cold case, j'y reviendrai, mais où la personne qui s'est fait tuer, en fait, c'est une personne sans histoire, c'est une personne sans aspérité, une personnalité lisse, pas d'addiction, une vie maritale parfaite, ce qui est loin d'être le cas de la plupart d'entre vous d'ailleurs. Bon. Pas de problème d'argent, voilà. Et donc, encore aujourd'hui, on se demande pourquoi cette personne a été tuée. Et une des hypothèses, c'est qu'il y a eu une erreur sur la cible. Parce que c'est vrai que quand on n'arrive pas à trouver de mobile, c'est quand même très compliqué. Alors, le déroulement d'une enquête, très rapidement, et là, quand je disais que la brigade criminelle, elle est ancrée dans ses traditions, mais elle travaille aussi avec les nouvelles technologies, évidemment, la téléphonie, ça fait partie des axes d'enquête qu'on privilégie. J'ai pas l'impression de trahir un secret, parce que de toute façon, la presse s'en fait l'écho. Mais sachez que nous, on a plein de spécialistes de la téléphonie dans nos groupes d'enquête. On a un logiciel qui nous aide, qui s'appelle Mercure, qui va faire des choses qu'on faisait, moi, quand j'étais en commissariat il y a 20 ans. On imprimait les listes d'appels reçus et émis par des numéros de téléphone, et puis je me rappelle, on se mettait 5 autour d'une table, il y en a un qui listait un numéro que nous, on devait trouver, quand on l'avait trouvé, on le stabilotait, voilà. Et comme ça, on disait, tiens, il a été en lien à tel moment, etc. Donc maintenant, on a un logiciel qui fait ça. Je vais juste vous donner un exemple. Quand on a travaillé sur les attentats de 2015, en l'occurrence c'est Charlie Hebdo, donc les attentats de janvier, on avait fait des bornages, c'est-à-dire qu'on bloque toute l'activité téléphonique autour de certaines cellules qui nous intéressaient. Et donc on est arrivé à 32 millions de lignes de communication. Voilà. Ça veut dire qu'on doit analyser 32 millions de données de téléphonie. Donc, et puis c'est un truc qui a évolué encore pendant 1 an après, puisque vous savez que les opérateurs de téléphonie illégale, ils ont l'obligation de conserver les données que pendant 1 an. Donc ça c'est pareil. 1 an, en fait, on a l'impression que c'est très long, mais pour nous ça passe très très vite. Si par exemple on entend un témoin au bout d'1 an et 1 jour et qui nous dit mais en fait les gars ils arrivaient plutôt de cette ville-là, c'est trop tard pour aller demander la téléphonie autour des cellules de cette ville. C'est une course contre le temps, une enquête criminelle. Voilà en ce qui concerne la téléphonie, je ne m'étends pas plus. Deuxième axe qui est très très important maintenant, c'est les cyberinvestigations. Aussi autour des téléphones, qui sont pour la plupart
des smartphones et donc qui peuvent évidemment abriter aussi des applications de communication cryptée, des photographies, etc. Et là, c'est aussi le cas. À la brigade criminelle, on dispose d'enquêteurs qui sont spécialisés, qui sont ce qu'on appelle des investigateurs en cybercriminalité et qui vont pouvoir analyser complètement un support d'ordinateur. Mais ce que je veux vous dire, c'est que malgré tous les logiciels dont on peut disposer, qui sont des logiciels d'exploitation, qui vont nous faciliter la tâche, qui vont classer des photographies, qui vont classer les vidéos, qui vont classer les fichiers sons, etc., on ne peut jamais se passer d'un facteur humain. C'est-à-dire que derrière, on est obligé de mettre des enquêteurs derrière ces analyses, parce que seuls les enquêteurs vont pouvoir faire des liens et dire, mais tiens, sur cette photo, alors oui, évidemment, c'est pas le bon mec, mais par contre, t'as vu la voiture, c'est une voiture qu'on a déjà vue dans le cadre d'une autre enquête, etc. Donc, on est quand même toujours obligé d'avoir un facteur humain. La suite de l'enquête, évidemment, c'est la traque et l'interpellation du suspect. Donc ça, c'est le moment qu'on préfère. Donc quand on va chercher un vilain le matin à 6h. Alors c'est vrai que là, il faut que je parle, j'ai beaucoup parlé du SRPTS, il faut que je parle d'une autre brigade qui nous est très chère et avec laquelle on travaille beaucoup. C'est la brigade de recherche et d'intervention, donc la BRI. Vous savez, c'est assez rare, hein, c'est le seul service d'intervention qui en fait est relié à une direction qui est plutôt dédiée à l'investigation. Donc ce sont des collègues sur qui on peut vraiment compter, à la fois pour faire nos interpellations, mais aussi pour faire des surveillances, et souvent ils nous aident dans le cadre de filatures, etc. Donc c'est vrai que la plupart de nos dossiers ils justifient qu'on ait recours à la BRI, parce qu'en face de nous, on a quand même des malfaiteurs très très dangereux. Je vous parlais des règlements de compte. C'est vrai que quand on va chercher des auteurs de règlements de compte, généralement ils sont lourdement armés, et on a besoin de nos collègues qui sont eux aussi lourdement armés, très bien équipés, et puis très entraînés à ces interpellations. C'est pour ça que la BRI, on l'appelle la petite sœur de la brigade criminelle. Alors après, une fois qu'on a interpellé l'auteur, vient le temps de la garde à vue. Alors peut-être que certains d'entre vous ont vu le film Garde à vue, qui relate assez bien, je trouve, ce duel entre un enquêteur et un gardé à vue. Ce que je voulais vous dire, c'est que, évidemment, la garde à vue, elle est très très encadrée par la loi, hein, vous le savez, mais la garde à vue, elle est quand même de plus en plus compliquée. Et quand je suis arrivé à la brigade criminelle, lors de mon premier passage en 2014, assez rapidement, mon chef m'avait demandé de regarder quelques trucs, et puis je me suis amusé à me livrer une petite étude, et j'ai pris une garde à vue des années 2000, et puis j'en ai pris une des années 2015. Et en fait, je me suis aperçu que sur la même durée de garde à vue, donc nous, les gardes à vue, soit elles durent 48 heures, donc 2 fois 24 heures en droit commun, soit quand on a un facteur aggravant, qui est soit lié à la criminalité organisée, soit au terrorisme, elles peuvent durer jusqu'à 96 heures. J'ai comparé évidemment les gardes à vue de 48 heures et les gardes à vue de 96 heures. En fait, je me suis aperçu qu'en 10 ou 15 ans, alors je ne vais pas dire à cause de la loi, parce que la loi c'est nous qui la votons, mais en raison de la loi, on passe moitié moins de temps à entendre un gardé à vue. Ça veut dire que cette opposition, ce duel-là, il est de plus en plus réduit, parce qu'on passe énormément de temps à faire des actes de forme, et on passe très très peu de temps à faire des actes de fond. Vous en pensez ce que vous en voulez. Nous, ça traduit aussi un autre phénomène dont je voulais vous parler, qui est la désaffection de la filière judiciaire par les policiers de manière générale. Nous, on a la chance, la brigade criminelle, on est encore très attractif parce qu'il y a un prestige qui s'attache à la brigade criminelle. Mais sachez que dans les commissariats, pour les jeunes gardiens de la paix qui sortent d'école, maintenant, on leur dit « Toi, tu vas te retrouver à faire des enquêtes. » Et en fait, ils ne veulent pas y aller. Il y en a même qui font exprès de louper les examens d'officiers de police judiciaire parce qu'ils ne veulent pas aller dans la filière judiciaire. Et pourquoi? Parce que la procédure pénale, elle s'est considérablement alourdie. C'est vrai qu'il y a toujours plus de mesures qui sont protectrices des mises en cause, et qu'un enquêteur, maintenant, il passe plus de temps à appeler des avocats, appeler des médecins, appeler la famille du mis en cause qu'à l'entendre. Et ça, malheureusement, on ne peut que le déplorer. C'est vrai qu'aussi, ça modifie un peu notre système procédural. Vous savez, il y a toujours la distinction entre l'accusatoire et l'inquisitoire, mais aujourd'hui, nous, on se dit que c'est vrai que le but de tout enquêteur, c'est obtenir des aveux, et en réalité, maintenant, on obtient des preuves plutôt que des aveux, quoi, parce qu'on a plus en plus de mal d'avoir des aveux, et en fait, finalement, des fois, on se contente de preuves. Voilà. C'est vrai qu'on commence, c'est un peu comme des constatations, on commence vraiment du très très général au très particulier sur les auditions. Et sachez que, évidemment, dans le cadre d'une garde à vue, un suspect, il peut exercer ce qu'on appelle le droit au silence, mais que même quand il exerce le droit au silence, souvent on lui pose des questions, parce que ça permet au magistrat
d'avoir une idée de tous les éléments incriminants qu'on a contre la personne. Et même s'il dit non, je préfère me taire, bon voilà, ce sont aussi des éléments qui peuvent être tenus contre lui. Quelques chiffres du droit commun, donc je vous disais, il y a 20 ans on prenait 70 homicides, on en a pris 30 l'année dernière. Évidemment, on est très impacté par la criminalité organisée et en particulier sur les départements de la Seine-Saint-Denis. Voilà, on prend aussi des faits qui sont commis à l'étranger. En l'occurrence 3 l'année dernière avec une personne qui s'est fait tuer en Algérie, une au Cameroun et une en Thaïlande. Très rapidement, l'UAC3, donc c'est un groupe un peu particulier qui s'occupe des cold cases. Vous avez sans doute entendu parler de l'affaire du grêlé, qui est une affaire qui a marqué la police judiciaire de manière générale, la France, etc. avec cet auteur François Verhoeff qui s'est suicidé au moment où on l'avait identifié. Donc c'est une vraie frustration pour les enquêteurs de ce groupe. C'est un groupe qui fournit un travail très très ingrat parce que il n'y a pas beaucoup de dossiers où on a des avancées d'enquête. Là, en l'occurrence, évidemment, je ne peux pas vous en parler aujourd'hui, mais on est très content parce qu'on va sortir deux affaires qui sont des affaires très anciennes. Pour l'une, elle remonte à 2002 et pour l'autre, elle remonte à 2011. Et c'est des enquêtes qui avaient été classées en réalité. Et on est très content parce que ça vient récompenser le travail de ce groupe. Donc ils sont 9 enquêteurs dans ce groupe et ils passent un temps fou à essayer de retrouver. C'est là qu'on s'aperçoit aussi de l'importance, et je le dis d'autant plus facilement que je suis devant un public averti, puisque vous fréquentez un musée, je sais qu'il y a des gens des archives, etc. On s'aperçoit de l'importance de la conservation des procédures et des scellés. Le vrai boulot de ce groupe, c'est de faire ce qu'on appelle de l'archéologie judiciaire et d'aller retrouver des procédures. Malheureusement, je ne peux pas vous expliquer un des cold cases qu'on a, mais qui repose vraiment sur un coup de chance qu'on a eu parce qu'on a retrouvé une procédure qui était introuvable et c'est ça qui débloque l'enquête. Et c'est super important. Ce que je veux vous dire aussi, c'est qu'en matière de conservation des scellés, c'est vrai que je pense qu'il y a 10 ans, on ne savait pas ce qu'on serait capable de faire aujourd'hui en termes d'ADN. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on trouvait déjà de l'ADN, mais on trouvait de l'ADN quand il y avait une quantité massive de sang, de sperme, de crachats, etc. Aujourd'hui, on trouve des ADN de plus en plus fins, et notamment ce qu'on appelle les ADN de contact. Mais malheureusement, ce n'est pas forcément un paramètre qui a été pris en compte en termes de conservation des scellés. Et je pense que nous, aujourd'hui, il faut qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on sera capable de faire dans 10 ans, quoi. Voilà. Donc pour la conservation des scellés, c'est très très important. Donc je ne reviens pas sur le grêlé dont vous avez tous entendu parler. La section antiterroriste, donc là vous avez quelques photos qui illustrent l'activité. Le gars avec des lunettes que vous avez en haut à gauche, là, c'est Michael Harpon. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette affaire. C'est une affaire qui est terrible pour nous parce qu'elle nous a vraiment frappé au cœur, parce que c'était donc la tuerie de la préfecture de police. Alors moi j'étais adjoint à la brigade criminelle à ce moment-là et je peux vous dire que je suis toujours très très ému quand je repense à cette affaire parce que ça peut vous paraître tout bête, mais en fait évidemment on a procédé aux constatations dans des locaux qu'on avait l'habitude de fréquenter au quotidien, donc ça c'est déjà très marquant. Et puis moi à un moment le procédurier est venu vers moi en me disant patron, j'ai récupéré les cartes de réquisition des collègues. Donc les cartes de réquisition, pour nous c'est un attribut, hein. Nous on l'a toujours avec nous, on a peur de la perdre, c'est ce qui prouve notre qualité de policier. Il y a une identité forte autour de cette carte. Elles étaient ensanglantées, on les a mis dans une enveloppe et c'est moi qui les ai remis à la directrice des renseignements de la préfecture de police en lui disant écoute voilà, on a écarté les cartes de réquisition des collègues et je te les donne. Et quand elle a pris cette enveloppe, elle était très émue, moi aussi, parce qu'il y avait énormément de sens autour de tout ça. Et malheureusement, ce n'est pas la seule affaire terroriste qu'on ait pris qui a entraîné la mort de collègues, hein. Moi, je me rappelle aussi de l'affaire de Xavier Jugelet. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est ce policier qui a été tué alors qu'il était dans un véhicule sur les Champs-Élysées. C'est vrai que ça nous ramène à la vulnérabilité. Alors, évidemment, on ne néglige pas les affaires avec des victimes civiles, mais quand on porte une atteinte à l'autorité de l'État, et c'est aussi le cas avec toutes les patrouilles Vigipirate, les patrouilles Sentinelles qui ont été visées, ça prend aussi un relief particulier. Voilà. Donc évidemment, je vous ai parlé de l'affaire Harpon, évidemment les attentats de 2015, avec des attentats d'une ampleur que la France n'avait jamais connue. Hein, je vous rappelle que les attentats de novembre, c'est plus de 130 morts en totalité, avec des scènes horribles. Alors moi, il se trouve que mon rôle à la brigade criminelle, à ce moment-là, c'était de coordonner les investigations. Donc moi, j'ai été rappelé, évidemment, cette nuit-là, mais moi, je suis resté au bureau parce que j'étais plus utile au bureau et je répartissais les équipes. C'est des constatations au Bataclan qui ont duré des heures et des heures.
Donc j'ai pas vu la scène de crime, mais je peux en parler parce que je l'ai vu à travers les yeux de mes collègues. Et tous mes collègues qui revenaient à la brigade pour prendre un peu de repos, récupérer du matériel, etc., je voyais leurs yeux, je voyais qu'ils étaient complètement perdus. Enfin, je peux le dire, je les ai vécus comme eux, ces attentats, même si je ne suis pas allé sur place. C'est difficile de faire comprendre ça aux gens qui n'y étaient pas, mais c'est des moments professionnellement qui sont très très forts, parce qu'on voit ce qu'il y a de plus horrible dans l'homme, mais par contre, nous, on n'a qu'un souci, c'est avancer dans l'enquête, sortir l'enquête, trouver les auteurs, éviter qu'ils ne recommettent des faits. Quand on travaille sur des attentats comme ça, et Dieu sait qu'on en a pris beaucoup ces années-là, je reviendrai un peu sur l'année 2017 qui est passée assez inaperçue, mais on a pris beaucoup d'attentats aussi en 2017. C'est des moments où, si on se pose des questions sur le sens de ce qu'on fait, ben là on ne se les pose pas, quoi. C'est des moments où le sens de ce qu'on fait, il saute aux yeux, et c'est des moments aussi où on va développer vraiment une fraternité d'équipe. Moi, c'est les moments les plus forts que j'ai vécus professionnellement. Je vous en parle avec mes mots, hein, j'ai rien prévu, mais puis ce que je veux vous dire aussi, c'est que souvent on parle des services d'intervention. Alors c'est vrai qu'ils risquent leur vie, et moi j'ai beaucoup de respect, je vous l'ai dit, pour mes collègues de la BRI ou mes collègues du RAID, etc. Mais on ne pense pas trop aux services d'enquête. Et pourtant, nous, les attentats, même quand tous les auteurs sont neutralisés, il y a encore des mois et des mois d'enquête. Et il y a des mois et des mois d'enquête avec des actes forts, parce que je vais vous parler de ce qu'on a été amené à faire au Bataclan. Au Bataclan, on avait saisi l'ensemble des vestiaires, donc toutes les affaires des personnes qui étaient décédées, et puis on se disait mais qu'est-ce qu'on va en faire, etc. Et donc on a exploité tout ce qu'on devait exploiter en termes d'enquête. Mais après, il y a eu une mission qui a été très difficile et qui a été assurée par la brigade criminelle et aussi par les services territoriaux, c'est la restitution des effets aux familles des victimes. Alors on peut se dire, bon, attends, est-ce qu'on a besoin de leur restituer, mais on s'est rendu compte que des choses qui étaient anodines, comme une veste en jean, une ceinture, ça avait énormément de sens pour les gens qui avaient perdu quelqu'un. Et donc mes collègues, ils ont passé des mois et des mois à convoquer des gens, à nettoyer des effets qui étaient encore souillés par du sang pour pouvoir les restituer aux familles. Et on a eu plein de témoignages de reconnaissance. Et je voulais vous parler de cette petite mission parce que c'est très anodin, mais en réalité ça a énormément d'importance pour les proches des victimes. Et c'est très très difficile à faire pour les enquêteurs, parce qu'il y a plein d'enquêteurs qui ont eu besoin d'un soutien, parce que c'est quand même très très difficile d'être confronté à la détresse des familles. Je suis désolé, hein, je termine sur une note un peu triste, mais c'est important de vous dire que quand on travaille dans ces thématiques-là, les enquêteurs, on a vraiment besoin de collègues qui soient très très solides psychologiquement, et puis surtout qui soient aussi capables de dire quand ils ont besoin d'aide. Voilà, parce que moi, en tant que chef de service, je suis aussi là pour ça. Donc la section antiterroriste, elle a été créée en 1978, je vous le disais, c'était Ange Mancini, pour ceux qui connaissent ce grand monsieur de la police nationale, en réaction à une vague d'attentats sans précédent. Alors au début, évidemment, on était plus sur du terrorisme basque, corse, breton, sur des radicalismes qui étaient plutôt internationaux, Action Directe, toutes les brigades qui sont citées, mais aussi, et dès le départ, du terrorisme moyen-oriental. Donc Abu Nidal, l'OLP et tous ces mouvements pro-palestiniens. Aujourd'hui, évidemment, on est vraiment sur du terrorisme lié à l'islamisme radical, en particulier sunnite, et donc nos principaux ennemis, c'est l'État islamique et Al-Qaïda. Donc juste vous dire que toutes les enquêtes antiterror, on les fait sous l'égide du Parquet national antiterroriste, vous savez, qui a été créé en 2019. On est systématiquement co-saisi avec la DGSI, je vous le disais, et que souvent on est coordonnateur, ça veut dire que nous on a le lead sur les enquêtes, et que souvent, c'est un peu comme les observations que je vous ai expliquées sur une scène de crime classique. Souvent on commence par une observation, c'est-à-dire que, je vous donnais l'exemple de l'attaque de l'APP il y a 15 jours, là, ce type qui a sauté sur des fonctionnaires de police. En fait, au début on se disait, mais est-ce que c'est terroriste ou pas? En fait, voilà, vous avez vu que c'est resté en droit commun, le parquet national antiterroriste ne s'est pas saisi, mais nous on allait sur place, on a assisté aux auditions, on a assisté à la perquisition, puis on a assez vite déterminé que c'était quelqu'un qui avait plutôt un profil psy qu'un vrai profil radicalisé, et donc on a rendu compte au parquet en disant, pour nous ça ne nécessite pas une qualification antiterro, et du coup, voilà, on n'a pas été saisi. On se rappelle de 2015, moi j'étais à la brigade criminelle en 2017, on a pris 12 attaques terroristes. Voilà. C'est pour ça que je vous disais, elles sont un peu passées inaperçues. Malheureusement, il y a quand même eu des conséquences dramatiques. Je vous ai parlé de notre collègue Xavier Jugelet, là vous avez une photo. Mais on a eu aussi à Orly un terroriste qui a été neutralisé par une patrouille Vigipirate après qu'il ait pris en otage un des membres de cette patrouille.
On a eu une attaque au marteau sur le parvis de la cathédrale. On a eu l'attaque d'un convoi de gendarmerie à la voiture bélier sur les Champs-Élysées aussi. On a eu une attaque à Levallois avec un véhicule qui a foncé sur des militaires de la force Vigipirate. On a découvert un laboratoire d'explosifs à Villejuif. On a eu une attaque au Châtelet. Enfin voilà, je ne vais pas toutes les lister. On a eu une attaque meurtrière à Opéra. Et puis après, ça a continué alors avec une baisse des attaques, puisqu'en 2018, on en a pris qu'une. En 2019, on en a pris une. En 2020, on en a pris 2 ou 3. Et puis la dernière attaque terroriste dont on a été saisi, c'est l'attaque de Bir Hakeim, dont vous vous rappelez, en 2023. Voilà. L'organisation et l'activité judiciaire de la brigade criminelle, en particulier de la SAT, donc très rapidement, 3 sections d'enquête, 51 gardes à vue en 2024, 87 enquêtes en cours et une cinquantaine d'évaluations, c'est ce que je vous expliquais. Donc j'en ai fini de cet exposé. Je vous ai mis sur la dernière page, le dernier slide, un chardon, parce qu'en fait c'est l'emblème de la brigade criminelle. Et pourquoi c'est l'emblème de la brigade criminelle? C'est écrit en petit, on dit que qui s'y frotte s'y pique. Et donc c'est comme le chardon. Et cette planche, comme toutes les planches que vous avez vues, les planches dessinées que vous avez vues, je dois le dire parce qu'ils nous ont autorisé à les utiliser, ça vient d'une bande dessinée qui s'appelle Brigade criminelle, qui a été éditée aux éditions de La Martinière, et qui est très proche de notre activité. Voilà, c'est un ouvrage qui est vraiment super, et le dessinateur et le rédacteur des textes sont devenus des proches de la Brigade criminelle parce qu'ils ont fait un travail phénoménal. Voilà, en 2 mots, moi je voulais vous dire juste, parce que ça faisait partie de la présentation, donc moi je m'appelle Raphaël Prieur, je suis commissaire divisionnaire, je vous ai dit je suis chef de la brigade criminelle, mais j'ai eu un parcours assez divers dans la police nationale. Moi je suis commissaire de police depuis 1999, j'étais issu du recrutement externe, ça veut dire que j'étais pas dans la police avant d'être commissaire de police. Vous pouvez devenir commissaire de police en ayant été gardien de la paix, en ayant été officier. Moi, c'était pas mon cas. J'avais fait des études de droit, j'ai passé le concours que j'ai réussi. J'ai commencé en commissariat, donc j'ai fait 3 postes différents dans les Hauts-de-Seine. J'ai commencé à Asnières-sur-Seine en tant qu'adjoint. Après, j'ai été chef de circonscription à Puteaux. Pour ceux qui connaissent, c'est à côté de la Défense, voilà. Et puis après, j'étais à Châtenay-Malabry, donc il y a une circonscription plus importante. Et moi, j'ai toujours été intéressé par l'enquête et l'investigation. Et en fait, mes postes en commissariat, ils ont confirmé cette envie de faire de l'enquête. Donc après, je voulais rejoindre la police judiciaire. Donc j'ai rejoint la police judiciaire en 2006. J'ai été affecté au 2e DPJ. Donc c'est un des services territoriaux dont je vous parlais tout à l'heure, où je m'occupais d'une section où on s'occupait principalement des viols. C'était très enrichissant parce que j'ai découvert ce que c'était qu'une enquête criminelle, parce que les viols c'est aussi des enquêtes criminelles, mais aussi ce que c'était de prendre soin des victimes, de s'occuper, d'essayer de trouver des solutions pour des victimes de viol, et j'ai vu à quel point les enquêteurs pouvaient incarner de la bienveillance, et avec un public de victimes qui était très varié, parce que le 2e DPJ c'est le nord-est de la capitale, et on a malheureusement des victimes qui sont des victimes très très précaires au niveau de leurs conditions de vie. Ensuite, je suis parti à la brigade de répression du banditisme, qui est une autre brigade centrale où j'étais chef de section. Là, on était vraiment sur le grand banditisme. C'était une période très intéressante et très active de ma carrière. Ensuite, je suis retourné en service territorial. C'est un peu la manière dont on progresse en police judiciaire. Donc, j'étais adjoint au SDPJ 92, donc les Hauts-de-Seine, que j'avais déjà connu. Ensuite, j'ai fait une expérience à l'étranger. Je suis parti en Afrique pendant 3 ans. C'est aussi une possibilité qu'on a en police nationale de travailler dans les ambassades. Et donc j'étais au Gabon, en Afrique, pendant 3 ans, à conseiller l'ambassadeur sur des questions de sécurité et puis à faire de la coopération opérationnelle. Et là, je suis revenu donc en 2014 à la brigade criminelle en qualité d'adjoint. Et donc c'est là qu'on a connu la vague d'attentats. J'y suis resté très longtemps, puisque je suis parti qu'en 2020, où j'ai pris la tête du 2e DPJ, qui est donc le service territorial dont je vous parlais, pendant 4 ans, et je suis revenu en 2024 donc, à la brigade criminelle. La brigade criminelle, pour moi, c'est l'aboutissement d'une carrière. J'ai 53 ans aujourd'hui. Je ne me vois pas faire autre chose. C'est ce que j'ai toujours rêvé de faire. C'est une brigade qui est très particulière parce qu'il y a une identité très très forte autour de la brigade criminelle. Je dirais qu'on rentre à la brigade criminelle presque comme on rentre en religion. Les gens qui y sont des gens qui généralement y restent. On a une moyenne d'âge qui est un peu plus élevée que dans les autres services, puisqu'elle est autour de 45 ans. Mes collègues, ils ont vraiment la brigade
criminel chevillé au corps. Et je dis ça parce que récemment, j'ai appris, on avait un moment de convivialité après une affaire réussie, et puis un collègue qui relève sa manche et qui me montre qu'il s'est tatoué un chardon. Je dis, bah dis donc. Et en fait, bon, il exprime quelque chose qu'on ressent tous, quoi. C'est ce sentiment d'appartenance. L'identité, elle est tellement forte, je vais vous donner un exemple, parce que là encore, ça fait un peu le parallèle avec l'histoire et les musées. Tous les ans, on a une tradition à la Toussaint. Alors c'est vrai que jusque-là, moi, tant que j'étais pas chef, je m'en occupais pas trop. Voilà. Mais cette année, je l'ai fait. Et on fait ce qu'on appelle la tournée des cimetières. Bon, moi je me disais, c'est un peu folklorique. Mais en réalité, pas du tout, parce que je trouve là encore que c'est quelque chose qui a énormément de sens. Et en réalité, avec l'équipe de l'amicale de la brigade criminelle, on fait la tournée des cimetières parisiens et on va fleurir avec des chardons toutes les tombes de nos collègues qui sont morts en service. Et depuis la création de la brigade criminelle. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était pas folklorique du tout, parce que mes collègues, ils amènent des brosses, et en fait, on s'aperçoit que pour certaines tombes, on est les seuls à les visiter, quoi. Une fois par an, parce que c'est des gens qui n'ont plus de famille, qui sont tombés en désuétude, voilà, et les tombes, elles ne sont pas abandonnées, mais tout juste, et du coup, bah, nous, on rend un hommage annuel à nos collègues. Et je trouve que ça a beaucoup de sens, et ça illustre l'esprit d'équipe, parce que si vous devez retenir quelque chose de cette conférence, c'est que tout seul on n'est rien. Moi, il se trouve que j'ai la chance d'être le chef de la brigade criminelle, c'est vraiment une fierté, mais c'est pas la fierté d'être le chef, c'est le fait de travailler avec mes collègues. Et en fait, nous, quand on fait des réunions sur une enquête, tout le monde a le droit à la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le chef de groupe, l'adjoint ou le chef de service qui a le droit d'avoir une bonne idée. Tout le monde a le droit d'avoir une bonne idée, forcément. Et je pense que même si vous venez d'arriver à la brigade criminelle, vous pouvez contribuer à sortir une affaire, parce qu'on pense que c'est un travail collectif et que la résolution d'une enquête criminelle, c'est un travail d'équipe. Voilà, c'est vraiment le truc qu'il faut que vous reteniez. Alors moi, j'en ai fini. Donc, si... Si vous voulez poser des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà. Bah, merci d'abord pour votre présentation qui était passionnante. J'ai 15 questions, moi je ne vais en poser que 2. La première, c'est est-ce qu'il vous arrive d'être en manque d'effectifs compte tenu de l'importance des affaires que vous gérez, celles qui prennent beaucoup de temps, ou les cas de meurtre de masse par exemple. Donc est-ce que vous arrivez à gérer tout ça, compte tenu du nombre d'affaires que vous avez à traiter? Et la deuxième question, comment vous envisagez les risques de manipulation liés à l'intelligence artificielle dans vos enquêtes? Je vous fais grâce des autres questions. Hein. Alors, la première question, je vous disais, nous on est quand même capable de se projeter nombreux sur une scène de crime, et puis on a la possibilité de demander au parquet de saisir non pas la brigade criminelle, mais la direction de la police judiciaire. Et là, bah, vous avez vu, c'est 2300 personnes. Et je vais vous donner un exemple, c'était encore cet été, parce que cette année c'est vrai qu'on a pris beaucoup d'affaires, je vous ai dit 30. On a pris une affaire d'un monsieur qui est originaire de Grenoble, mais qui était assigné à résidence dans une commune du 93, là, et qui s'est fait abattre. Bon, voilà, c'est quand même quelqu'un qui est placé très très haut dans la hiérarchie du narco-banditisme. Et il s'est fait abattre devant une école. Et en fait, du coup, on avait plein d'enfants qui étaient témoins, on était très embêtés avec ces enfants. Ben, on a sollicité une saisine de la direction de la police judiciaire, et tous les enfants, enfin il n'y en avait pas tant que ça, il y en avait 4 ou 5, mais on les a ramenés au bastion, et c'est la brigade des mineurs qui les a entendus. Donc si vous voulez, ça veut dire qu'on essaie d'utiliser les spécialités des uns et des autres, quoi. Et par exemple, sur l'enquête sur le meurtre de Philippine, il y avait plusieurs véhicules suspects qui avaient été remarqués, et il fallait qu'on s'intéresse à ces véhicules. Bah, ce volet-là de l'enquête, moi je l'ai confié à la brigade de répression du banditisme, parce que la brigade de répression du banditisme, vous verrez quand M. Carreau viendra, ils ont un groupe qui est spécialisé dans les autos. Donc en fait, voilà, ils connaissent très bien les histoires d'immatriculation, tout ce qu'on peut relever sur un véhicule, donc je trouvais que c'était plus pertinent. Donc voilà, l'enquête, on peut la démembrer, et on a, à la direction de la police judiciaire, plein de services qui sont capables. Alors après, la deuxième question, il faut que vous précisiez un peu le risque de manipulation par rapport à l'IA, parce que... Par exemple, on peut imaginer des preuves construites de toutes pièces, des fausses vidéos, des choses comme ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui était de la science-fiction il y a 10 ans ne l'est plus aujourd'hui. D'accord. Je fais une toute petite parenthèse sur ma vie privée. Moi, j'ai 2 fils. J'en ai un qui est super travailleur, qui est tiré d'affaires. Il est en école d'ingénieur, j'en suis très fier. Puis le deuxième, j'en suis très très fier aussi. Je l'aime plus que tout, mais c'est un gros feignant. Et il est à la fac de droit parce qu'il a envie de devenir policier. On verra. Et puis, il n'y a pas longtemps, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, mais dis donc, parce qu'il avait fait une copie qui sortait un peu du lot. Et je lui ai dit, mais t'aurais pas utilisé ChatGPT? Et puis il me dit, bah non, papa, de toute façon, à la fac, ils ont des détecteurs d'intelligence artificielle. Donc,
Ça, c'est un premier outil qu'on peut utiliser, évidemment, dans le cadre des études. Mais nous, sur ce que vous parlez des vidéos ou des traces numériques, je vous ai parlé de nos investigateurs en cybercriminalité, on est capable d'analyser les propriétés de ces traces, numériques. Et en gros, si on sait si une vidéo, avec les métadonnées, on arrive à savoir si une vidéo a été retravaillée ou pas, pour l'instant. Après, c'est sûr que je pense que cette technologie, elle va évoluer et que, évidemment, c'est quelque chose dont il faudra se soucier. Mais pour l'instant, on n'a pas encore rencontré ce genre de truc dans nos enquêtes, si ce n'est que, évidemment, parfois, on a depuis longtemps, on a des photos qui peuvent être retouchées, etc. Mais ça, avec les spécialistes qu'on a au SRPTS ou à la BL2C, qui est la brigade de lutte contre la cybercriminalité, on arrive à le détecter, pour répondre précisément à votre question. Oui. J'ai deux petites questions. Les vidéos, les caméras de surveillance privée qui filment là où elles ne devraient pas filmer, la voirie publique, est-ce que c'est recevable au niveau judiciaire? Oui. Très bien. Deuxième question. Qui décide des nouveaux protocoles sur la conservation des pièces par rapport en anticipation sur les nouvelles technologies qui vont arriver? C'est les greffes des tribunaux en fait, et c'est le ministère de la Justice qui est garant de la conservation des scellés. Mais ils sont sensibilisés. Après, il n'y a pas besoin, pour l'ADN, il n'y a pas besoin de conservation. Enfin, il n'y a besoin de rien d'exceptionnel. Il faut que ce soit un endroit sec. Quand on projetait la mallette du procédurier, c'est des sacs Kraft. En fait, il ne faut pas conserver, ça paraît évident, des scellés qui sont humides, par exemple mouillés par du sang, dans des scellés en plastique, parce que ça va se dégrader, etc. Et donc on privilégie le papier Kraft. Et après, il faut des locaux qui soient clairs, qui soient aérés, sans humidité, pas exposés à la lumière, avec une température à peu près constante. Et on préserve le gros des traces. Mais malheureusement, nous, on s'est aperçu, et je me rappelle que on a fait ce travail de réexamen des scellés aussi sur des affaires de viol quand j'étais au 2e DPJ. Il y avait des endroits où les scellés étaient conservés qui avaient été inondés. Donc, et alors après, c'est très très frustrant pour un enquêteur qui travaille sur un cold case de ne pas disposer de scellés ou de disposer de scellés dégradés, vous vous en doutez. Quand on entre en école de police au grade de gardien de la paix, c'est quoi les étapes à franchir ou les examens à passer pour après entrer en tant qu'inspecteur dans une brigade criminelle? Alors les inspecteurs, ça n'existe plus. Maintenant, c'est les officiers. Donc les 3 corps de la police nationale, c'est les gardiens et gradés, les officiers et les commissaires. Et en fait, vous pouvez très bien être gardien de la paix et rentrer à la brigade criminelle en tant que gardien de la paix. Parce que maintenant, depuis 2018, les gardiens de la paix, ils peuvent se voir attribuer la qualité d'officier de police judiciaire. C'est pas parce qu'il y a officier dans officier de police judiciaire que les gardiens de la paix en sont exclus. Et donc ils peuvent mener des enquêtes dans tous les cadres juridiques que j'ai cités, c'est-à-dire flagrant délit, préliminaire et commission rogatoire. Donc en fait, vous pouvez rentrer à la brigade criminelle en tant que gardien de la paix, vous pouvez rentrer à la brigade criminelle en tant qu'officier, et vous pouvez rentrer à la brigade criminelle en tant que commissaire. Les responsabilités qui vous seront données seront différentes. Mais après, pour répondre précisément à votre question, c'est assez rare de rentrer à la brigade criminelle directement en sortie d'école. Ça peut arriver de manière exceptionnelle quand on n'a pas de candidat, mais maintenant, nous, on a des listes de candidats qui postulent pour venir à la brigade criminelle. Et donc, en réalité, ce qu'on recommande, nous, aux gens, c'est de faire un parcours qui les rapproche le plus de la brigade criminelle. Ça veut dire de faire des investigations. Donc, dans un commissariat, de choisir la filière investigation. Puis après, si vous avez la possibilité d'aller dans une sûreté, qui est l'échelon supérieur, ou dans un service territorial de police judiciaire, de choisir cette option, mais de choisir un groupe criminel. Et du coup, ça vous prédisposera à venir à la brigade criminelle, quel que soit votre grade. La première question, c'était en rapport avec les médias. Est-ce qu'ils vous aident ou est-ce que parfois c'est des freins dans votre activité? Et ma deuxième question, c'est sur la place des femmes dans votre écosystème. Donc, quelle est la proportion de femmes aussi dans les criminels et dans aussi les victimes de criminels? Ok. Les médias, ils ne nous aident pas beaucoup. Hein. Franchement, honnêtement, je trouve que par rapport à l'aide qu'ils peuvent nous apporter, les nuisances qu'ils nous apportent, hein, j'ai bien dit qu'ils peuvent nous apporter, et les nuisances qu'ils nous apportent, elles sont disproportionnées. Quoi. Moi, j'en parle avec beaucoup de liberté, puisque c'est pas nous qui l'avons prise, mais est-ce que vous n'avez pas été surpris du traitement médiatique qui a été fait sur l'affaire de la petite Louise là, qui vient d'être résolue. Enfin, c'est incroyable, on a l'impression que les journalistes ils étaient avec les gardés à vue. Hein. Souvent on révèle des trucs en enquête qui sont très préjudiciables si on n'a pas encore interpellé l'auteur. Quand on entend oui, il y a l'ADN de l'auteur, etc. Mais évidemment l'auteur s'il était encore sur le territoire national, il va avoir qu'une idée, c'est se barrer. Donc c'est très très rare que la presse nous aide. Alors elle peut nous aider dans le cadre notamment d'appel à
témoins qui sont organisés. Alors, vous connaissez tous l'alerte enlèvement, où là, c'est vrai que la presse, pour le coup, est un relais, et puis on peut organiser des appels à témoins. Nous, on le fait, et on utilise aussi des dispositifs qui sont indépendants de la presse. Et notamment, il n'y a pas longtemps, sur un cold case, c'est un sujet qui est très intéressant, on a utilisé un dispositif qui s'appelle Identify Me. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Donc c'est un dispositif qui est porté par Interpol. Alors, ça va un peu répondre à votre deuxième question. C'est un dispositif qui est seulement valable pour les femmes. Et en fait, ça repose sur la nécessité d'identifier des femmes qui ont été victimes d'homicide. Et donc nous, en l'occurrence, il y a un dossier où on a retrouvé des ossements à Saint-Denis. Je vous invite à regarder, d'ailleurs, vous tapez Identify Me, vous verrez celle qu'on appelle la femme de Saint-Denis. Où on n'a retrouvé que des ossements, mais où on a procédé sur la base de ces ossements à une reconstitution faciale. Donc on a une image assez approchante de à quoi pouvait ressembler cette femme. Et donc ça a été diffusé sur tous les médias, sur Internet, sur le site d'Interpol. Donc voilà, la presse peut nous aider comme ça, mais honnêtement, c'est quand même très peu fréquent. Moi, j'ai pour principe de ne pas parler aux journalistes des affaires. Après, il y a quelques journalistes dont on connaît la probité et justement à qui on peut demander, quand ils ont eu des informations par un autre biais, de temporiser. Donc c'est vrai qu'il faut quand même entretenir des relations avec des journalistes parce que de temps en temps, ils peuvent comprendre, oui, même si tu as cette information-là, je te la confirme, mais garde-la, ne la sors pas parce que ça va poser un problème à notre enquête. Voilà. Donc je pense que j'ai répondu à la première question. Et la deuxième question, la place de la femme, elle est primordiale à la brigade criminelle. Non, mais sérieusement, alors c'est vrai que j'aurais dû, pour cette présentation, lister, mais je pense honnêtement, on est à 50-50. Et alors, pour répondre à votre question, parce que je sais que c'est la prochaine, j'ai 5 groupes qui sont dirigés par des femmes. Voilà. Sur combien? Sur groupe d'enquête sur 12, donc on n'est pas loin de la majorité, vous voyez. Et dernière illustration, il y a déjà eu 2 femmes qui ont été chefs de la brigade criminelle. La première d'entre elles, c'est Martine Montel, que tout le monde connaît. Et puis il y a eu Yvette Bertrand aussi. Donc c'est une question qui est importante, mais il faut savoir que il y a des femmes commissaires de police depuis 1974 et que maintenant les promos des commissaires, en tout cas, elles sont majoritairement féminines. Donc on n'est pas en retard. Franchement, la police nationale, à cet égard, c'est plutôt pas mal, je pense. Excusez-moi, monsieur, vous aviez une question? Oui, ouais. je voudrais vous poser 2 questions. La première, est-ce que vous avez des enquêtes qui ont cafouillé? C'est-à-dire que tout se passait bien, vous aviez les preuves, le mise en cause, et puis à un jour, vous vous êtes rendu compte au bout d'un moment que ça partait complètement à côté, que c'était pas du tout lui, c'était pas ça. Et la deuxième, c'est est-ce que vous servez du polygraphe, du détecteur de mensonges qu'on voit dans tous les feuilletons américains? Et est-ce que c'est vraiment que de la science-fiction américaine? Pour la première question, oui, il y a des enquêtes qui sont mal parties. C'est plus facile de parler de celles qui ont été menées par mes prédécesseurs. Mais ça rejoint une autre question qui m'a été posée une fois sur les cold cases. En fait, la question, c'était de dire, quand une affaire n'est pas résolue, est-ce qu'à un moment, il y a une erreur policière? Alors, je vous dirais, oui, dans certains cas, oui. Après, parfois, c'est l'évolution des techniques d'enquête qui permettent de sortir des affaires. Et je vous dirais aussi qu'il est toujours facile, 20 ans après, de dire qu'on a fait une erreur. Parce que c'est vrai que nous, on a du recul, on a une vision qui est peut-être moins passionnée que celle des collègues, on a aussi une charge de travail qui nous permet d'aller peut-être plus en profondeur. Et voilà. Mais oui, il arrive qu'on fasse des erreurs. Moi, j'ai en tête, il y a l'affaire du pont de Neuilly, dont vous avez tous entendu parler, voilà, Marc Machin, etc. C'est des gens qui ont été placés en détention. Quand on obtient des aveux, on essaie des circonstanciels, les aveux, parce qu'il y a aussi des gens qui s'accusent de faits qu'ils n'ont pas commis. Je vais vous raconter en 2 secondes une histoire assez marrante, parce que celle-là, je l'ai vécue. On a pris en 2017, je crois, l'homicide d'un grand bandit qui était en train de jouer aux cartes dans un bar du 12e arrondissement. Et puis il y a 2 types qui sont arrivés en moto. Le passager est descendu, il est rentré dans le bar. Il s'est dirigé vers le fond du bar où il y avait la table de jeu et il lui a mis 2 balles dans le corps. Ce gars qu'on appelait la baleine, ouais, ils ont tous des surnoms. Bon, il est décédé rapidement sur place. Nous, on est arrivés. Bon, là, c'est vraiment le genre de cas qui est pour la brigade criminelle. Hein, 2 gars en moto. Moi, j'étais de permanence, donc je m'en rappelle très bien, et j'étais avec une chef de groupe féminine. Voilà. Et donc, on a procédé aux constatations, on a trouvé un impact parce que bon, il y a une balle qui avait ricoché, on a récupéré des étuis, la moto, on avait l'immatriculation, mais elle était volée, donc ça ne menait à rien. On a reçu des tas de renseignements parce qu'il était lié à des escrocs internationaux, etc. Puis ça n'avançait pas. Et puis un jour, on a eu une lettre de dénonciation
Bon, je ne trahis pas le secret de l'enquête, et puis je trouve que c'est quand même marrant de le dire. Une lettre de dénonciation qui disait, la baleine, c'était d'ailleurs écrit avec une écriture assez enfantine, et puis des fautes. La baleine, elle a été tuée par Nono le Sicilien. Bon, qui est Nono le Sicilien? Donc, on a pris les archives du banditisme parisien, puis on a trouvé qu'il y avait effectivement un Nono le Sicilien, qui était un grand voyou, qui avait fait plein de braquages et tout. Donc on a travaillé sur Nono le Sicilien. Alors une petite anecdote, c'est qu'on le surveillait, et puis on a entendu qu'il se débattait avec la mairie de Paris parce qu'il avait des punaises de lit chez lui. Quel problème. Et donc il y a un jour, on a dû aller chercher Nono le Sicilien. Alors ça, c'est la petite anecdote marrante, c'est qu'on allait l'interpeller, mais on avait tous mis des combinaisons blanches de scène de crime, des surchaussures, et on a dit on fout tout à la poubelle, on veut rien ramener chez nous. Alors on avait nos combinaisons, nos masques, et puis nos armes comme ça, on avançait, on a l'impression d'être dans un film de science-fiction, comme si on luttait contre un virus. Bon, on a interpellé Nono le Sicilien, et quand on l'a ramené, on n'avait pas grand-chose pour lui, hein. On voyait bien qu'il faisait plus grand-chose, c'était un pauvre type et tout. Là, on n'était vraiment pas loin de l'erreur judiciaire, hein. On commence à l'interroger, tout ça, il y a une lettre qui te dénonce et tout, puis au bout d'un moment, il dit, bon, écoutez, je vous avoue la vérité, j'en avais marre que plus personne ne s'occupe de moi, c'est moi qui me suis balancé, mais j'ai tué personne. Donc en fait, c'était lui qui avait écrit la lettre parce qu'il avait envie qu'un service de police s'intéresse à lui. Donc parfois on n'est pas loin de l'erreur judiciaire. Voilà. Et alors, deuxième question, le détecteur de mensonges, non, on ne l'utilise pas. Après, je ne connais pas la valeur de ce truc-là. Je pense que peut-être certains services de renseignement l'utilisent, mais nous, on ne l'utilise pas dans le cadre de nos enquêtes. Voilà. Oui, je voulais savoir si l'apparition dans le domaine public de la notion de féminicide avait changé votre façon de travailler. Je l'ai dit au début, mais il ne faut pas que ce soit mal compris. C'est pas qu'on déconsidère ces faits-là, c'est juste que comme la plupart du temps, il y a quand même beaucoup de féminicides qui sont commis par des conjoints. Donc on est dans le cadre d'homicides conjugaux. Donc ceux-là, on ne s'en occupe pas. Évidemment, on est très sensibilisés, et tous les services de police sont sensibilisés sur cette question des féminicides et des violences conjugales de manière générale, ou des violences faites aux femmes. Moi, je vous donne une illustration. Quand j'étais en commissariat, c'est pas d'aujourd'hui, hein, ça remonte au début de mon parcours, on nous demandait de traiter toutes les mains courantes qui faisaient état de violences conjugales, et à l'époque, c'était le parquet de Nanterre qui nous disait peu importe si la victime ne veut pas déposer plainte, on s'en fout, vous convoquez l'auteur, vous le mettez en garde à vue, et en fait, on n'a pas besoin d'une plainte, quoi, hein. Le parquet peut très bien décider de poursuivre pour une plainte. Donc c'est vous dire quelle place ça a. Après, je pense que la vraie difficulté pour les services de police, c'est, assurer le suivi de ces victimes, et notamment par rapport aux décisions de justice qui sont rendues. Les violences, ça reste des violences, et décemment, la loi ne permet pas de mettre quelqu'un en prison pendant 20 ans pour des violences, quoi. Voilà. Donc à un moment, les auteurs y ressortent, et c'est là que les dispositifs, et le respect des dispositifs d'éloignement, de bracelets d'alerte, etc., pour les victimes, prennent tout leur sens, mais c'est très très compliqué à mettre en œuvre pour les services de police. Voilà. Alors après, pour répondre précisément à votre question en ce qui concerne la brigade criminelle, l'année dernière, une des tendances fortes, je vous ai dit, la première tendance c'était la criminalité organisée, la deuxième tendance c'est qu'on a pris énormément de femmes victimes d'homicides, mais dans ces femmes, il y avait beaucoup de prostituées. On n'était pas dans le cadre d'homicides conjugaux, mais c'était des prostituées, et il se trouve que c'est une population qui est très vulnérable. Il y avait énormément de prostituées asiatiques, il y avait une prostituée qui était d'origine africaine, et c'est une population très vulnérable, et ça nous a conduit à faire un travail avec la brigade de répression du proxénétisme pour faire un travail de prévention. Parce qu'on s'est dit que, évidemment, on ne pouvait pas encourager la prostitution, mais par contre, la prostitution individuelle, elle n'est pas réprimée en tant que telle. Donc, on ne peut pas, évidemment, les encourager à avoir recours à des protecteurs, parce que ce serait encourager le proxénétisme. Par contre, le message qu'on faisait passer, c'est de dire ne prenez pas un client que vous ne connaissez pas, essayez d'avoir une conversation téléphonique avec un client, avisez vos amis du fait que vous recevez un client. On a essayé un peu de manière empirique, et sur la base des affaires qu'on avait traitées, de faire de la prévention pour ces victimes prostituées. Mais on a, l'année dernière, il se trouve qu'on a pris un homicide conjugal, parce que, comme je vous l'expliquais, c'était pendant les Jeux Olympiques, et nos collègues de Seine-Saint-Denis étaient débordés. Donc là, en plus, il y avait un vrai sens à ce qu'on le prenne, parce que l'auteur était parti à l'étranger, donc on a identifié l'auteur, et on a lancé de la coopération internationale pour qu'il soit interpellé. Un tiers des homicides qu'on a pris l'année dernière ont été commis sur des femmes. Voilà. Monsieur. Oui, j'ai une question sur votre rythme de travail en général. On prend 30 affaires par an, et on a un taux d'élucidation qui approche les 85%. Voilà. Je pense que ça doit être un rythme assez soutenu. En général, c'est en dents de scie. Oui, ouais, c'est vrai que c'est en dents de scie, et c'est souvent ce qu'on dit aux gens qui veulent nous rejoindre.
souvent ces gens ils viennent de services de commissariat ou de sûreté où il y a tout le temps de l'activité des gardes à vue. Nous c'est pas du tout pareil, il faut être capable de travailler des dossiers en profondeur. Donc ça veut dire qu'il faut accepter, pendant une semaine on n'aura pas de garde à vue, mais par contre il va falloir qu'on épluche un téléphone portable, qu'on épluche de la vidéosurveillance. Il faut vraiment accepter de chercher, comme on dit vulgairement, de chercher la petite bête ou de fermer toutes les portes. Et il faut être prêt à vivre ce rythme qui fait que pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous allez être sur des horaires administratifs. Puis par contre, le jour où vous prenez une saisine, ça veut dire que pendant 15 jours, vous rentrez dormir 4-5 heures chez vous, mais tout le reste du temps, vous êtes au service. Donc c'est vrai que c'est en dents de scie et il faut accepter de vivre avec ça. Et une autre question sur la réforme de la police judiciaire qui a été faite par Darmanin. Oui. Du coup, est-ce que c'est en place ou... Alors oui, la réforme, elle a été faite. En fait, c'est une réforme qui vise à mettre un terme au silo, ce qu'on appelait en fait la police en silo, avec plein de spécialités. Et maintenant, dans tous les départements, vous avez un directeur qu'on appelle un directeur territorial de la police nationale, qui a sous ses ordres toutes les filières de la police, c'est-à-dire qui s'occupent de l'investigation, mais aussi de la police du quotidien, de la police de l'immigration, etc. Et donc, il est aussi capable de dire, aujourd'hui vous faites des enquêtes, mais demain vous allez faire autre chose. Il peut changer l'affectation des gens. Donc cette réforme, elle a été mise en place, mais elle n'a pas été mise en place à Paris. Voilà. Nous, on continue à fonctionner comme on fonctionnait. Mais après, la particularité de Paris fait qu'on a un préfet de police qui est quand même au-dessus de chacun des directeurs actifs. Donc les directeurs actifs, c'est qui? C'est mon directeur, le directeur de la police judiciaire, la directrice de la sécurité de l'agglomération parisienne. Voilà. Donc la DESPAP, c'est la police en tenue. Il est au-dessus du directeur du renseignement de la préfecture de police. Et puis il est au-dessus du directeur de l'ordre public et de la circulation. Donc on espère ne pas être touché par la réforme, parce qu'on est très bien comme on est. Et je ne ferai pas de commentaires sur la réforme. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Vous avez appris des choses au niveau du commandement? Alors, oui, j'ai appris des choses. Je continue d'apprendre des choses et je suis persuadé que dans 4 ou 5 ans, je serai un meilleur manager que je le suis aujourd'hui, parce que c'est quand même, je trouve, le plus difficile de notre métier, et c'est la vraie plus-value qu'on peut apporter, nous, c'est ça. Parce que moi, techniquement, je sais faire des constatations, tout ça, mais je pense que je suis moins bon qu'un procédurier. En téléphonie, alors ça, c'est pas je pense, je suis sûr que je suis moins bon que mes téléphonistes, etc. Par contre, je sais ce qu'ils sont capables de faire. Et moi, mon job, c'est à la fois de leur donner des bonnes conditions de travail. On revendique à la police judiciaire, les commissaires de police, puisque je suis à la tête d'une équipe de 5 commissaires de police. On revendique le fait d'être actif dans les enquêtes. C'est-à-dire que les options d'enquête, c'est nous qui les choisissons. Alors pas toujours, il y a des enquêtes où ça va de soi, c'est rapide, j'ai pas besoin d'intervenir. Par contre, je ne peux pas vous la raconter, mais l'enquête de la petite Philippine, je suis vraiment rentré dans le détail, parce que c'est mon rôle, parce que c'est une enquête qui est très médiatisée, parce qu'il faut aller vite, etc. Donc on a un rôle actif. Après, pour revenir sur le management, on ne manage pas les enquêteurs de la brigade criminelle comme on manage les gens d'un commissariat. Parce que les enquêteurs de la brigade criminelle, c'est des gens qui viennent après un parcours, ils ont déjà beaucoup plus d'expérience. Dans un commissariat, vous avez des jeunes, vous avez des gens qui arrivent d'école de police. Ce n'est pas le cas à la brigade criminelle. Ça ne veut pas dire que c'est un management qui est plus facile, parce qu'on a des caractères qui sont forts, parce qu'on a des gens qui ont de l'expérience, qui savent ce qu'ils veulent, etc. Mais évidemment, il faut adapter son management, et le management, il est différent. Après, le management en police judiciaire, c'est un management qui repose quand même beaucoup sur l'intelligence collective. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Je pense qu'on peut très rapidement s'enfermer dans un effet tunnel et puis avoir une idée qui n'est pas la bonne sur une enquête. Et je pense qu'il faut toujours écouter ce que disent les autres, et en particulier ce que disent ses collaborateurs quand ils ont de l'expérience, comme les miens. Voilà. Donc c'est un management qu'on peut qualifier de participatif, mais moi ça me va bien. Et il y a certaines circonstances, on a parlé des attentats, où là, les gens, ils attendent de votre part des décisions et de l'autorité. Et je pense que voilà, le challenge du commissaire de police, c'est ça, c'est d'évoluer entre un management participatif et un management directif quand les circonstances l'imposent. Voilà. Alors, c'est pas facile de trouver cet équilibre, mais on essaye de le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui. Je suppose que c'est pas vous qui avez mis le bracelet électronique de Sarkozy. Ah, non. Non, non. Non, non, c'est pas moi qui m'en suis occupé. Est-ce que vous avez des pressions, des orientations politiques? Je dis pas qu'on n'en a pas, mais on n'en souffre pas. Sur les attentats, par exemple, il y avait parfois, et c'est pour ça la question tout à l'heure qui m'était posée avec la presse, c'est vrai que c'est un peu pénible quand on a des affaires qui sont très médiatisées, parce que parfois il faut répondre à des commandes du politique qui sont liées à des annonces de la presse. C'est-à-dire, mais la presse dit que voilà, le type, il est passé par là. Nous, on sait très bien que c'est pas vrai, mais il faut quand même enquêter pour voir s'il est passé par là. Donc c'est en ce sens que parfois, mais j'ai jamais vécu de pression, pour répondre à votre question, qui soit vraiment des pressions qui n'aient pas de sens, quoi. Souvent, ça rejoignait quand même des pistes d'enquête, quoi. Eh ben, je vous en prie. Merci à vous. Merci pour votre intérêt. Et puis, alors n'hésitez pas, pour les plus jeunes d'entre vous, à vous manifester auprès de la brigade criminelle. Pour ceux qui ont un peu plus d'expérience, si vous avez des enfants ou des proches, etc., dites-leur que c'est un des plus beaux métiers du monde. Voilà.